Bonjour et bienvenue dans Nico 1. C'est tout. Aujourd'hui, on réagit sur la vidéo de François Ruffin. Dégoûté, Nathalie a déchiré ses cartes d'électrice. Tout d'abord, j'aimerais dire que dans l'idéal, j'aurais préféré avoir un contenu équilibré avec du pour et du contre, un peu du type thèse, antithèse, synthèse, quitte à me faire l'avocat du diable en quelque sorte. Malheureusement, j'ai beau chercher, je ne vois vraiment pas quoi mettre en avant de positif concernant ce contenu vidéo de François Ruffin, auquel je fais référence. Celui où il dit que la gauche est nulle et qu'elle ne veut pas gagner. En particulier, si je replace ce footage dans le contexte récent. Si vous me le permettez, je vais élargir quelque peu mon propos. Par moment, en dehors de cette vidéo, pour vous donner mon sentiment plus général sur la question de François Ruffin, de manière plus globale, et de son discours dans le segment que je vous propose aujourd'hui. Mon but n'est pas d'accabler un camarade ou un ancien compagnon de combat, pour être plus exact. Loin de moi cette idée. Mon but est davantage de réaliser un focus sur ce qui, de mon point de vue, ne va pas dans ce qui est dit. Comment cela peut même être contre-productif, voire légitimer les propos relativement acerbes de Lordon le concernant dans une vidéo récente de PDH. En premier lieu, je tiens à saluer le travail qu'il a effectué dans son précédent mandat, ainsi qu'antérieurement, non seulement à l'Assemblée nationale de 2017 et 2022, mais aussi au travers de ses œuvres cinématographiques ainsi que ses productions littéraires. J'ai lu et acheté bon nombre de ses bouquins et je trouve l'ensemble de son travail, hors députation, tout à fait satisfaisant. Non seulement utile, mais aussi convaincant quant au fond et à la forme. J'essaie, autant que faire se peut, de faire preuve d'objectivité, malgré, en quelque sorte, les sentiments de déception et de trahison qui s'entremêlent à l'égard de celui qui avait été promis à la succession de Mélenchon, qui semblait être la prochaine tête de proue de la gauche, jusqu'à ce que Emmanuel Todd l'anticipe prochain président de la République. Si je commence par cela, c'est pour dresser un tableau, visant à démontrer que je n'ai à la base aucune hostilité ou même animosité envers le concerné. Je suis même un abonné à Fakir, abonné à vie, c'est dire. Maintenant, pour ne rien cacher, je trouve que ce segment est vraiment navrant, voire problématique de tout point de vue. Rentrons dans le vif du sujet. Alors on va intituler la partie qui suit Ruffin, l'électron libre. Pas la peine de tourner autour du pot. Pour ma part, si je trouve très bien que le fait qu'un député vote en son âme et conscience, qu'il n'y ait pas de mandat impératif, pour moi, quelqu'un qui ne fait montre d'aucune solidarité envers ses camarades et même se désolidarise d'eux à la moindre occasion, en particulier lorsque le ou la camarade est en difficulté ou dans la tempête, notamment médiatique, c'est un problème majeur. Plus spécifiquement, lorsque la personne est censée porter un programme d'entraide tel que l'avenir en commun. Il y a comme un hic, quelque chose qui ne va pas et qui ne passe pas. C'est de longue date quelque chose qui m'a interpellé chez Ruffin. Pour faire le lien et pour reprendre l'analyse que beaucoup en ont, on voit la démarche ici particulièrement individualiste de Ruffin qui se met à l'écart de cette gauche si terriblement bête et inefficace selon lui. Comme s'il n'en était pas partie prenante, comme si, en somme, tous à gauche sont bêtes, inconséquents et irresponsables, sauf lui, bien sûr, le phare dans la nuit en quelque sorte. Je tends à penser que cette partie montre l'ambition de Ruffin, ainsi que son incompréhension des enjeux, entre autres choses. Ce il qu'il martèle, tout en se mettant de côté, nous laisse à penser que lui détiendra la solution ou encore la stratégie qui nous mèneront à la victoire. Or, au vu de ce qu'il avance, on a matière à en douter. Je reviendrai sur ce point ultérieurement. Ce qui est vraiment source d'embarras, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas, ou du moins fassent comme s'ils ne comprenaient pas, les enjeux qui se tiennent derrière cette difficulté de nomination d'un ou d'une première ministre. La bataille ne tient pas en la désignation d'un nom. Il ne faut pas s'y tromper. Si les négociations sont sous cette forme, et si elles prennent du temps, il y a une raison majeure. Ce qui se joue ici, c'est le lead sur la gauche. En effet, avant d'être une question d'hégémonie, c'est surtout une question de rapport de force sur la ligne politique. On ne peut pas faire comme si le PS ne jouait pas des coudes pour tenter d'infléchir une ligne, à mon sens, trop radicale, trop axée sur le programme, remettant plus qu'il ne faudrait en cause l'équilibre actuel selon lui. Ce PS qui cherche à imposer une ligne définitivement tout sauf antisystème, une ligne qui offre davantage un amendement à la marge de celui-ci, dans le meilleur des cas. Il est évident que le Parti socialiste ne voit pas d'un mauvais œil de renoncer à certaines mesures si quelques difficultés venaient à se présenter. Les difficultés en question devenant alors un prétexte très pratique pour s'affranchir de certaines obligations supposées et inscrites dans le programme commun. Clairement. François Ruffin, qui se drape dans les habits de la démocratie, devrait être au fait de cela.
D'ailleurs, n'est-ce pas lui et ses camarades dissidents qui souhaitaient alliance et compromis avec d'autres sur des lignes différentes? Pour revenir sur le temps passé au pourparlers entre partis, la gauche est-elle comptable de la temporalité que Macron cherche à imposer pour faire oublier le résultat de l'élection? Jusque-là, c'est bien le président de la République qui s'est érigé en maître des horloges, que je sache. C'est lui qui a imposé la dissolution, lui qui a déterminé la date de la tenue de l'élection, lui qui a mis des deadlines sur la nomination de la personne perchoir et à la désignation du bureau de l'Assemblée. Bref, s'il y a un responsable de cette situation d'urgence temporelle, c'est lui. La personne supposée incarner ce projet de la gauche est importante. Elle va déterminer le degré de confiance que certains vont pouvoir placer en l'application du programme pour lequel les gens ont été élus et pour lesquels les citoyens se sont déplacés voter. N'importe quel militant insoumis pourrait témoigner de ce fait, me semble-t-il. En outre, si on dépeint plus que de raison Mélenchon comme clivant, car ne le sent pas indifférent, il faut aussi dire que, pour beaucoup, sa présence est un gage de confiance comme une assurance tout risque de la volonté de la mise en place du programme, la sécurité de ne pas être trompé une fois de plus. De confiance, parlons-en. Où en est Ruffin de ce point de vue? Lui qui a préféré s'allier aux dissidents, lui qui a publié un tract avec la tête de JLM, puis l'a retiré quand celui-là lui semblait plus opportun, est-il en mesure de fédérer la gauche comme certains le pressentaient? Rien de moins sûr. Ce qui est terrible aussi, c'est que certains événements en font remonter d'autres et nous font les percevoir sous un angle tout autre, comme les discussions que Ruffin avait eues avec Macron lors de leur rencontre sur un piquet de grève dans leur région d'origine. Chose qui lui avait valu le déchaînement de l'extrême droite, qui le voyait alors comme le suppôt du système et un allié ou complice de l'intéressé, si je peux m'exprimer ainsi. Le côté clivant, voilà ce que je souhaite maintenant aborder. Comme évoqué précédemment, on targue Mélenchon d'être clivant, mais qu'en est-il pour Ruffin? Fait-il vraiment l'unanimité? Eh bien, pour la faire courte, je dirais que non. Pour un certain nombre de groupes, pour les militants décoloniaux, pour les LGBT, et pas que, Ruffin, c'est loin d'être la panacée. Ne nous voilons pas la face, nombre des personnes concernées se sont plutôt rendues aux urnes pour voter pour lui, plutôt pour éviter le RN, donc le pire du pire pour les groupes en question, davantage que par adhésion à sa personne, c'était politique, ou encore par symbiose programmatique et politique. Pour beaucoup, il incarne, semble-t-il, une forme d'effacement de certains combats, pourtant bien de gauche. C'est vrai, après tout, qu'est-ce qu'être de gauche, sinon de se soucier de la protection des plus fragiles, et a fortiori de ceux qui empilent les difficultés. Que certains le veuillent ou non, qu'ils soient d'accord ou pas, l'intersectionnalité existe, c'est plus qu'évident aujourd'hui. Tout n'est pas simplement affaire d'appartenance de classe. Pour clore ce chapitre du côté clivant ou fédérateur supposé d'un tel ou un tel, la politique s'avère par nature clivante et faite de débats et contradictions, voire de rapports de force. Nier cela est lunaire, ou témoigne d'une forme de déconnexion profonde. Cela m'amène assez naturellement à la partie stratégie. Est-il pertinent de prôner de ne pas faire de vagues, de promouvoir l'apaisement et la concorde à tout prix dans un tel contexte? Par le passé, Ruffin lui-même, dans sa version la plus admirable, à mon sens, nous a montré par ses coups d'éclat avec son film ou son happening du maillot de foot à l'Assemblée nationale, qu'il est fort important de faire sortir nombre de sujets qui vont avoir un impact sur la vie des gens. En particulier dans un contexte où nos gouvernants cherchent parfois à passer des choses sans faire de bruit, de façon à ne pas avoir de gens qui s'en emparent et qui s'y opposent. Pour moi, ce sujet est adjacent à celui des réseaux sociaux. Si on peut être d'accord que le clash pour le clash n'est pas quelque chose de résolument souhaitable, les outils de nos nouvelles technologies sont un porte-voix puissant et la conflictualité un vecteur de conscientisation de masse. Il s'agira aussi de ne pas occulter des points qui sont, pour ma part, indéniables. La culture du clash existe. Elle est déjà installée et contrairement à ce qu'on peut bien nous dire, elle est terriblement implantée à l'extrême droite aussi. Or, si on suit la théorie de Ruffin, nombre de personnes cherchant l'apaisement ne devraient pas se tourner vers l'extrême droite et ses influenceurs. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Le succès d'émissions telles que TPMP inscrivent la théorie de Ruffin en faux, par ailleurs. Nombre de chroniqueurs sont d'extrême droite. Il avait été montré qu'il et elle concentrent 53% du temps de parole et d'antenne. De même que les téléspectateurs de l'émission sont majoritairement d'extrême droite et savent assez précisément ce qu'ils s'apprêtent à visionner quand ils allument leur télé et se mettent devant ce type d'émission. Les outrances des uns ne seraient pas les outrances des autres, si on va aller par là. La droite, dans son ensemble, est passée à l'outrance de long time, et ne reculant pas devant les propos tout simplement hallucinants,
entre insultes d'islamo-gauchistes, de woke vu comme une mauvaise chose, jusqu'aux propos jusque-boutistes des Ciotti et consorts désireux de dissoudre la FI. Tout cela passe crème, bien qu'étant infiniment plus clivant que bien des choses dites par la FI ou des lignes soutenues par celle-ci. Le bruit et la fureur serait un repoussoir. Alors, qui pour incarner les colères que portent beaucoup de gens? Pour ma part, je ne cache pas que c'est JLM qui m'a sorti de ma torpeur politique, à force de coups de pied dans les portes, mais aussi, j'avoue, parfois, en renvoyant le mépris que les classes dirigeantes infligent à beaucoup d'entre nous, précaires et autres gens, qui ne seraient rien. Lui, François Ruffin, qui parle constamment d'animer, de mettre en mouvement, devrait être capable de comprendre cela. Les colères existent aussi à gauche. Elles sont légitimes, alors que tant de choses indignes et dégradantes arrivent à tant de personnes sous le système capitaliste, en particulier dans sa version néolibérale. Aussi, en admettant que cette stratégie que prône Ruffin puisse être considérée comme viable, comment croire que la bienveillance des puissants et du système médiatique ne viendrait pas à cesser, dès lors qu'ils sentiraient le danger provenant d'un Ruffin ou d'un autre, pourtant modéré, qui commencerait à être sur le point de gagner. S'imaginer passer entre les fourches des possédants et de leurs alliés est juste une douce illusion. J'en prends pour preuve comment nos partenaires de la NUPES et du nouveau Front Populaire ont commencé à se voir affublés des pires qualificatifs dès lors qu'ils se sont alliés à l'AFI et que l'alliance devenait synonyme de possible victoire. Le ton tamisé et supposément plus équilibré de nos alliés devenant évidemment insuffisant à contenir l'agressivité verbale de l'officialité à leur encontre. Le système passant alors en mode survie. Dans la même veine, se comparer au RN, notamment du point de vue stratégique, en quelque sorte, en les considérant comme plus malins, est une vaste blague. Eux ont les médias qui font leur promotion à longueur de plateau. Ils sont accueillis avec bienveillance, largement laissés tranquilles, alors que nous sommes sous le feu constant des attaques jusqu'aux plus ahurissantes et véhémentes. Eux, on les laisse dérouler sur leur sujet de prédilection, alors que la gauche est bâillonnée car cantonnée à répondre à des polémiques aussi diverses que variées, mais stériles, afin de l'empêcher de parler de fonds, de programmes et de solutions de bon sens à mettre en place pour le bien de tous. Se figurer qu'en ne tendant pas le bâton pour se faire battre serait la garantie qu'on puisse s'exprimer et d'une naïveté absolument confondante. On a bien pu constater la capacité du système médiatique à générer des polémiques montées de toutes pièces. Sur tout et n'importe quoi, même sur la base du plus absurde parfois. D'ailleurs, de buzz, parlons-en. Eux ne rechignent pas à en faire naître, loin de là. Ils ont compris que le bad buzz des uns est le good buzz des autres, en quelque sorte. Que dire de plus, sinon? C'est tout à fait regrettable de s'appuyer sur des dires de gens de droite pour justifier la mise en place d'avancées sociales, je trouve. Il n'y avait pas qui que ce soit d'autre pour illustrer des propos que Winston Churchill. Convoquer un tel personnage me paraît assez malvenu. Il me paraît assez révélateur de ce penchant à droite ou de ce recentrage, chose constatée qui n'est pas sans faire écho aux propos de Geoffroy de Henry sur les takes plutôt de droite de François Ruffin quand celui-ci n'est pas suffisamment informé sur certains dossiers. Passons maintenant au gagner, gagner, gagner ou encore conjuguer le verbe gagner, comme il dit. Encore faut-il définir ce que gagner signifie. Cela n'est pas sans rappeler les renoncements de cette gauche plus ou moins de droite qui a été la seule à gagner jusque-là. Mais dont les victoires sont tellement relatives qu'elles peinent à faire oublier les défaites qui lui sont associées. Je ne vais pas mentir, je ne me sens pas forcément le plus légitime à dire cela alors que je suis souvent celui qui défend l'héritage Mitterrand, période où le plus grand nombre de choses ont été gagnées ces dernières décennies. Tout en nuançant cela des échecs et des renoncements qui ont accompagné l'élection de Tonton à la présidentielle de 1981. Il n'empêche que certaines victoires ont des allures de défaite, parfois sur du plus long cours. Alors, Ruffin stratégie gagnante, Ruffin fédérateur, vraiment? Pour ce qui me concerne, on a la preuve par les faits qu'on en est loin, à vrai dire. Une façon de l'illustrer est que Ruffin n'a été élu qu'au deuxième tour, et de justesse, et que par-dessus le marché, il s'avère avoir été élu avec les voix de macronistes, de votants sympathisants FI, pour faire barrage. Donc, par défaut, et afin de contenir le RN plus que par adhésion à sa personne. Pour moi, ce n'est pas le signe qu'on tient quelqu'un qui a la recette magique pour transformer les défaites en victoires à gauche. Surtout dès lors que son horizon, somme toute, correspond à ni plus ni moins qu'à une stratégie défensive visant à récupérer des miettes de ce qui a été déjà perdu.
Ce qu'il a pour optique, c'est de récupérer des miettes, plutôt que de proposer un programme et un plan conquérant, comme horizon souhaitable d'émancipation. Chose qui ferait que, au bout de course, la vie des gens pourrait effectivement s'améliorer considérablement plutôt qu'à la marge. Qui peut trouver excitant de se battre pour uniquement revenir à une situation antérieure déjà difficile? C'est un fait et il reconnaît lui-même dans ce footage. L'inflation a considérablement aggravé les maux dont souffraient les gens et lui, de ce fait, leur propose de mettre un pansement sur une jambe de bois. Comment ne pas douter de l'efficacité d'une telle méthode? Aussi, appeler une sorte d'esprit conquérant et donc gagner, 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 en partant d'un constat initial de nullité, est quelque chose qui m'apparaît comme très étrange, pour ne pas dire contre-productif et paradoxal. Le malaise est d'autant plus grand alors que Ruffin a passé son temps à pointer du doigt la FI, alors que c'est bien elle qui a été à la base du rassemblement et l'outil et moteur principal de l'union de la gauche. Si on n'occulte pas le rôle d'un certain genre de pression ou ferveur populaire, si la FI avait agi de la même manière que les autres partis, l'idée d'union serait restée lettre morte. On comprend dès lors, d'autant moins, les diatribes de Ruffin à l'adresse de ses anciens collègues de groupe. Alors on voit dans son intervention une forme de populisme, comme certains l'appelleraient, avec une forme de glorification de la demande populaire, alors que celle-ci était nécessaire indéniablement, mais par contre pas une condition suffisante à l'alliance des gauches, comme l'atteste l'épisode des élections européennes. Dans cette optique, il y a un manque flagrant d'honnêteté intellectuelle de Ruffin, car la France insoumise n'aurait dû en aucun cas être mise dans le même sac que ceux qui avaient choisi de sacrifier la stratégie de la NUPES, afin de tenter un sauvetage de leurs appareils politiques plus qu'autre chose, et qui avaient préféré opter pour l'aventure solitaire. Et ce, en dépit de la demande populaire. Par ailleurs, à propos de relative malhonnêteté intellectuelle ou de réflexion orientée, les réélections de Van der Leyen ou de Braun-Pivet ne sont définitivement pas le fait de la gauche, elle est fie en tête. Les droites ont su s'unir pour s'assurer des victoires et des postes, il faut le rappeler. La gauche avait été capable de s'unir pour proposer un candidat commun en la personne d'André Chassaigne. Lui n'était pas issu du groupe le plus important numériquement et aucune voix de gauche n'est venue à faire défaut. Comment donc blâmer la gauche ? D'autant qu'on sait que 2 députés Rassemblement National, ayant pris part au vote, eux, ont été ajoutés à leur vote à ceux des macronistes. J'en suis à me demander comment il peut nous parler de gagner, 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 alors que le portrait qu'il dresse de lui-même peut être perçu comme sombre et annonciateur de peu d'espoir à entrevoir. Ce qu'il nous propose, enfin, c'est simplement de continuer de se battre comme précédemment pour gratter des choses, ce qui montre plus que de raison le manque d'articulation politique de tout son discours de ce jour. En mot de conclusion, la seule touche de joie et de positif aura été la seule évocation de sa petite fête en local, peut-être tous un symbole en fait. Voilà, j'espère que cette nouvelle chronique vous aura plu et intéressé. Je vous remercie de votre attention. La suite au prochain numéro. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner, gagner, gagner.